Pour le live, je propose qu'on parte sur des produits carnés. On va concentrer l'analyse sur salmonelle et Listeria monocytogenes, classique. Ouais, bah oui, je pense que c'est très bien comme ça. Comme ça, on fait EPT, pH7, Fraser demi, et puis on peut faire les analyses nécessaires avec ça. T'en penses quoi, toi, Sylvain? Ouais. Ouais. Je reviens. Je comprends rien. Eh mais attends. S'il vous plaît, page 54 du manuel de microbiologiste. Vous voyez, de là à là, ça fait 1. Dilution tout d'abord au 10e, puis après on fait pareil 1 dans 9 au 100e. C'est bon? Qui nous permet de nous intéresser aux Escherichia coli, notamment du coup en ayant un effet chromogénique. Pour la tête de Monsieur Chauvet, a priori, ça paraît très flou. Vous allez bosser ces confirmations. H2S, gaz, allez! Oui, voilà. Une. Simplement. Est-ce que vous connaissez cette norme? Quelle est-elle? Monsieur Chauvet, s'il vous plaît. C'est la 1133. Voilà! Très bien, Monsieur Chauvet, un excellent microbiologiste. On s'assure de bien voir toutes les machines. Bah oui, de toute façon, elles seront toutes dans le studio. On aura le diluteur, Attendez, le broyeur attendez. Par rapport à tout à l'heure, Listeria monocytogenes, son métabolisme, s'il est en stress sublétal, il peut être impacté par la concentration en chlorure de lithium, non? Ouais, oui, Si. ouais. Bon, on est prêt, de toute façon. On est prêt. On est prêt. Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans ABE Live, votre rendez-vous microbiologie. Je suis Sylvain Chauvet, responsable communication chez Alliance Bioexpertise. Et aujourd'hui, je suis avec Inès. Bonjour Inès. Bonjour Sylvain. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, je suis Inès Ahmed, je suis chef de produit chez Alliance Bioexpertise, en charge de gamme d'automatisation du laboratoire de microbiologie. Merci beaucoup Inès. Alors juste petite introduction sur Alliance Bioexpertise. Donc, nous sommes fabricants et fournisseurs de solutions pour les laboratoires de microbiologie, à la fois pour les secteurs de l'agroalimentaire, le pharmaceutique, le cosmétique, également l'industrie semencière, le clinique et la recherche. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle session pédagogique, donc dédiée à l'enseignement de la microbiologie, nous avons le plaisir d'être avec de nombreux établissements scolaires. Donc nous sommes avec le lycée, par exemple, Monolescar, le campus scolaire Beauregard, le lycée Jean Mermoz. Nous sommes également avec le lycée Larocque, le lycée Saint-Louis. Nous avons également le lycée Les Lombards, le lycée Georges de la Tour, il commence à plus y avoir place sur l'écran, le lycée Raoul Dautry, le lycée Les Sardières, je ne sais plus où mettre, le lycée Marie Curie, le lycée
Honoré Dufray. Et enfin, il reste une petite place, l'Université Lyon 1. Alors voilà, il n'y a plus du tout de place. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Et donc, comme vous le savez, on va parler du contrôle des matières premières ou des produits finis selon les normes ou procédures en vigueur. Donc, dans un premier temps, nous verrons pourquoi les contrôle-t-on, ces produits. Nous verrons ensuite l'étape de prélèvement et la réception des échantillons. Nous jouerons ensuite ensemble à qui veut gagner un bac Techie. Ensuite, nous aurons Gaëtan Poder, notre ingénieur application, qui nous rejoindra pour une partie démonstration. Donc, tout d'abord avec l'analyse des échantillons, puis enfin avec l'interprétation des résultats. Voilà pour le programme. Je vous rappelle le principe du live. Donc, je vais poser des questions dans un premier temps à Inès, puis à Gaëtan. Mais vous aussi, tout l'intérêt, c'est que vous pouvez poser des questions. Donc, vous pouvez vous servir du chat de Zoom pour envoyer directement vos questions. Et on procédera à une session de questions-réponses à la fin de cette session. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. Et enfin, si vous aimez ce type de contenu, je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez informé à chaque nouveau contenu que nous publierons sur le domaine de la microbiologie. Donc voilà, on a beaucoup de live en replay similaires à cette session que vous pouvez retrouver sur YouTube. Eh bien Inès, je te propose qu'on commence tout de suite avec une première question. Donc comme on l'a dit, on va parler du contrôle des matières premières et des produits finis. Mais quelle est la différence entre les deux, entre matières premières et produits finis? Qu'est-ce que c'est exactement? Sylvain, c'est très simple en fait. Les matières premières, c'est les éléments de base qui vont ensuite être transformés par les industriels pour faire des produits finis. Et en fait, les produits finis, c'est les produits qui sont prêts à être vendus. C'est ceux qui sont destinés aux consommateurs. Très bien. Et quand on parle de contrôle, finalement, quels sont les secteurs d'activité qui vont être concernés? Alors, il y a différents secteurs d'activité qui vont être concernés. On peut parler d'abord de l'industrie agroalimentaire, où on va faire des contrôles sur l'alimentation, que ce soit humaine ou animale, la farine, la viande, les produits frais, etc. Mais aussi des contrôles en cosmétique, où on doit contrôler les produits d'hygiène, les produits de soins, et bien sûr l'industrie pharmaceutique, où il est très important de contrôler les produits de santé, notamment les médicaments. Et pourquoi est-ce important de contrôler les produits finis et les matières premières? En fait, on va contrôler ces produits finis pour être sûr qu'ils soient propres à la consommation et à l'utilisation. C'est vraiment d'une importance cruciale pour garantir la sécurité des consommateurs. Alors ça, c'est le pourquoi. Maintenant, qui effectue tous ces contrôles? Alors, les contrôles microbiologiques sont réalisés en laboratoire, donc par des laboratoires qui peuvent être soit internes à l'entreprise, à l'industrie qui fait la production, ou externes par des laboratoires prestataires. Est-ce que tu peux justement nous préciser ce qu'est un laboratoire prestataire? Alors, un laboratoire prestataire, c'est très simple. En fait, un laboratoire qui va proposer ses services pour faire l'analyse à la place soit d'industriels, d'entreprises, de petits producteurs, mais aussi de collectivités. Et donc, on appelle ça prestataire parce que la prestation qu'il propose, ce sont les analyses. Mais finalement, du coup, quelle est la différence entre un laboratoire prestataire et le laboratoire interne d'une industrie? Alors en fait, il y a vraiment le même objectif. Sur les laboratoires, que ce soit internes ou prestataires, l'objectif c'est de pouvoir détecter la présence ou l'absence de micro-organismes pour pouvoir libérer un lot ensuite sur le marché. Il y a des différenciations tout de même. Déjà sur un laboratoire prestataire, on peut voir une certaine expertise technique, ce qui permet d'avoir des analyses parfois plus pointues. Il y a aussi une certaine flexibilité pour s'adapter en fait au nombre d'analyses de leurs clients. Et enfin, le laboratoire prestataire va fonctionner par un paiement à l'analyse, donc c'est un autre mode de fonctionnement. Du côté du laboratoire interne, on va être sur un laboratoire qui va souvent être juste à côté du lieu de production et donc il y a une possibilité d'avoir des résultats plus rapidement parce que du coup les échantillons vont être apportés plus rapidement au laboratoire. Et puis aussi le laboratoire, comme il ne traite que des échantillons provenant d'une certaine production, c'est toujours le même type d'échantillon et donc il peut s'adapter plus facilement à ce type d'analyse. Mais alors, quel est l'intérêt pour une entreprise ou pour une industrie de faire appel à un laboratoire prestataire?
Il y a des avantages à faire appel à une entreprise prestataire. D'abord, le premier, le plus logique, c'est quand une entreprise, une industrie n'a pas de laboratoire interne. Dans ces cas-là, elle va faire appel à un labo prestataire. Ça peut être pour des raisons de coût, de gestion, ça demande des ressources, des moyens particuliers de mettre en place un laboratoire. Donc dans ces cas-là, ils peuvent faire appel à un laboratoire externe. D'autres cas de figure, ça va être des entreprises ou des industries qui ont leur laboratoire en interne, mais qui vont externaliser une partie du flux parce qu'ils ne peuvent pas pousser ces analyses pour des analyses plus pointues, par exemple. On va parler d'identification ou de séquençage, ou alors parce qu'ils ne veulent pas prendre certains risques, par exemple pour l'analyse des micro-organismes qui vont être pathogènes. Là, ils peuvent aussi externaliser juste une partie de leur flux. Il y a un troisième cas de figure, c'est quand l'entreprise va avoir un laboratoire interne et veut en fait s'assurer de la qualité de ses analyses. Ce qu'elle peut faire, c'est faire appel à un laboratoire prestataire pour faire ses analyses en parallèle et faire des comparaisons en fait entre les résultats. Alors maintenant, concrètement, si on rentre dans les actions à mener, que doit effectuer un laboratoire de contrôle qualité pour l'analyse microbiologique d'un échantillon? Alors, si on rentre dans le concret, on peut voir ça étape par étape. Quand on va analyser un échantillon, d'abord, il y a l'étape de prélèvement de cet échantillon qui doit être représentatif. Ensuite, on va avoir l'étape de la dilution. Donc, c'est une première dilution qui va être faite avec un bouillon, un milieu de culture qui va être spécifique, adapté à l'analyse qu'on veut faire par la suite. Après cette première dilution, on passe à l'étape de broyage pour homogénéiser cette solution. Et à partir de cette solution, on va venir faire des dilutions successives dans des tubes, ce qu'on appelle les dilutions en série, pour ensuite faire un ensemencement sur une boîte de pétri et les mettre en incubation. Donc l'incubation, c'est pour une durée spécifique et une température spécifique selon le micro-organisme qui est recherché. Et après cette étape, on peut faire la lecture des boîtes de pétri et donc avoir un rendu de résultats. Alors on verra bien sûr toutes ces étapes en détail après, mais en attendant on va voir si tu as révisé tes normes. Est-ce que tout ça est régi par des normes, toutes ces étapes? Oui, en effet, Sylvain, tu fais bien de le dire. Il y a en effet beaucoup de normes, enfin différentes normes qui régissent ces différentes étapes. On va parler par exemple de la 72-18 qui est plutôt générale, qui va parler en fait des exigences, des bonnes pratiques à mettre en place dans les laboratoires de microbiologie alimentaire et pour l'alimentation animale aussi. Cette norme, ça va être plus être sur les méthodes, la qualité du laboratoire, les équipements utilisés, etc. Une autre norme assez générale, c'est la 18415, qui celle-ci va être plus pour l'industrie cosmétique sur la détection et l'identification des micro-organismes. Il y a des normes aussi qui sont très spécifiques à différentes étapes qu'on vient de décrire précédemment. Par exemple, en agroalimentaire, la 6887, elle va parler spécifiquement de la préparation des échantillons et de la dilution. Et d'autres normes qui vont être aussi spécifiques sur, par exemple, les milieux de culture, comment on les prépare, comment on les qualifie, comment on les valide. En agroalimentaire, ça va être la 1133. En cosmétique, on va parler plus de la 4973, alors que pour l'industrie pharmaceutique, c'est plus la pharmacopée européenne. Donc voilà, c'est un ensemble de normes qui vont régir ces différentes étapes. Alors repartons justement sur les étapes. Si on les reprend une par une, comment réalise-t-on d'abord le prélèvement des échantillons? Alors, le prélèvement des échantillons, c'est une étape importante. C'est la première étape. Quand on va venir récolter un échantillon, il faut faire un prélèvement qui est représentatif, on l'a dit précédemment. Et on doit aussi prendre une quantité suffisante pour faire toutes les analyses qu'on souhaite faire par la suite. Ce prélèvement, il doit être fait par une personne qui est qualifiée et avec des instruments stériles pour éviter les contaminations croisées. Quand on fait ce prélèvement, on doit aussi identifier cet échantillon et on doit le transporter dans des conditions adaptées pour préserver cet échantillon. Une fois qu'il est effectué, ce prélèvement, et que le transport a été fait, comment se passe la réception au laboratoire? Tu as raison Sylvain, la réception c'est une étape qui est aussi importante. Donc à la réception au laboratoire, l'échantillon, on doit noter toutes les informations importantes, donc le numéro de lot,
le lieu de prélèvement, la date de prélèvement, toutes ces informations doivent être notées. Et s'il y a des informations manquantes, on doit aussi le notifier, le noter pour bien documenter toute la traçabilité de l'échantillon. Ensuite, le labo va décider si l'échantillon il peut être acceptable pour une analyse. Ça peut être le cas qu'il ne le soit pas, si par exemple, lors du transport, la chaîne du froid n'a pas été respectée. Si l'échantillon est acceptable, on va faire un enregistrement et attribuer à l'échantillon un numéro unique. C'est un numéro de suivi qui va permettre la traçabilité tout au long du flux de l'analyse. Il y a certains laboratoires, par exemple, qui vont utiliser ce qu'on appelle un LIMS, Laboratory Information Management System. Donc en fait, c'est un système informatique qui va permettre de centraliser toutes les informations et de récupérer les différents types d'analyses et aussi les résultats par ailleurs. Alors, on a vu au départ que tous ces contrôles concernaient finalement plusieurs industries. Est-ce que tous les échantillons sont analysés de la même manière ? Non, les échantillons ne sont pas tous analysés de la même manière, ça rendrait les choses plus faciles, mais ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs critères en fait, qui sont à prendre en compte pour choisir quelle analyse va être réalisée. D'abord, on en a cité quelques-unes tout à l'heure, les différentes normes, la réglementation en vigueur va nous orienter sur quelle analyse réaliser. Il y a aussi d'autres critères à prendre en compte. Déjà, le risque biologique, tous les produits n'ont pas le même risque biologique. Si on parle d'un produit qui est stérile, là, les tests vont être sur de la stérilité. Donc, c'est d'autres types d'analyses comparés, par exemple, à un produit sec en agroalimentaire, comme la farine ou la poudre, où là, on va faire moins d'analyse microbiologique parce que le risque microbiologique est moins important, ou un produit qui va être riche en eau, comme les produits frais. Et là, il y a plus de risques, donc les tests microbiologiques ils vont être plus stricts. Après, il y a aussi, même au sein du même domaine, de la même industrie, par exemple en agroalimentaire, il y a différents types de produits qui vont amener à différents types de tests. Par exemple, en agroalimentaire, un produit carné, on ne va pas le tester de la même manière qu'un produit traiteur. Tu fais quoi, Sylvain, là ? Je sais pas, excuse-moi, ça m'a donné envie. C'est pas analysé, en fait. Ah, c'est pour les analyses après ? Ouais. C'est pas analysé. Pardon. Bon. Est-ce que tu as des exemples de matrices, justement, qu'on peut analyser ? Oui, j'ai des exemples. Si on prend le surimi, par exemple, là, on va chercher à dénombrer la flore aérobie. On va chercher à dénombrer Escherichia coli, Staph, Clostridium perfringens, et puis on va rechercher l'absence ou la présence de Listeria et Salmonelle. Voilà. Et sinon, dans d'autres types de matrices, on va faire d'autres types de tests. Par exemple, dans les steaks hachés, on va dénombrer la flore aérobie aussi, Escherichia coli, et puis on va rechercher l'absence de salmonelle. Ça va, Sylvain ? Ouais, ça va. Bon, écoutez, on se retrouve juste après. On fait une petite pause et oui, à tout à l'heure. Au fil des années, le monde de la microbiologie nous a surpris. Cet univers invisible à l'œil nu est peuplé de micro-organismes étonnants. Eh bien, préparez-vous à être encore surpris, parce qu'aujourd'hui, la microbiologie est partout, même dans nos chansons. Voici la compilation des chanteurs microbiaux. Elle a 2 passions dans la vie, la microbiologie et les repas entre amis. Sauf quand les plats ne sont pas très frais. Elle, c'est France Gastro. C'est comme une petite bête qui veut te nuire, quelque chose dans le ventre qui ne te veut pas du bien. Ça te fait subir un mal de chien. C'est comme toute l'histoire de l'autre soir, de cette fameuse paella au goût bizarre. Quelque chose danse en toi. Tu l'as, salmonella. Ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas. Ça te met dans un drôle d'état. Oui, tu l'as, salmonella. Salmonella, oh yeah. Bon, ça va mieux. On va reprendre. C'est le moment de jouer ensemble à Qui veut gagner un Bactéki. Alors, de quel germe doit-on rechercher l'absence-présence
dans le surimi. Est-ce que c'est réponse A, Listeria monocytogenes, réponse B, Listeria monocytogenes, réponse C, Listeria monocytogenes, ou réponse D, Listeria monocytogène Z. Donc vous l'aurez compris, une question orthographe, en tout cas ce n'est pas salmonella. Vous répondez A, B, C ou D dans l'espace qui est réservé aux questions et on procédera à un tirage au sort à la fin de ce live et l'établissement qui est tiré au sort remportera le Bacteki. Donc le Bacteki, c'est tout simplement le Kies version microbiologie. Eh bien, écoutez, bonne chance à tous et c'est le moment d'accueillir Gaëtan Poder. Bonjour Gaëtan. Bonjour Sylvain, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce live. Très heureux également. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter ? Oui, tout à fait. Donc Gaëtan Poder, docteur en microbiologie et ingénieur d'application chez Alliance Bioexpertise. Je m'occupe notamment de tout ce qui va être installation, formation, validation de méthode ou encore qualification. Mais surtout, j'adore répondre aux questions techniques que nos clients peuvent me proposer. Eh bien, ça tombe très bien et ça me permet aussi de vous rappeler que vous pouvez bien sûr envoyer des questions si vous avez des questions sur la première partie du live ou si vous en avez également sur la partie manipulation, n'hésitez pas. Comme je vous le disais, on procédera à une session questions-réponses à la fin. Alors, donc passons à la démo. Imaginons Gaëtan, on est au labo, on a un échantillon à analyser. Comment ça se passe ? Alors, on est au laboratoire et en effet, on a reçu donc des échantillons du surimi a priori aujourd'hui. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va donc enregistrer cet échantillon. Une fois qu'on a enregistré notre échantillon, on va recueillir les informations qui y sont associées et on va lui attribuer un numéro unique. Donc, par exemple, sous la forme d'un code barre avec des étiquettes. À partir de là, on va pouvoir définir les analyses que l'on va réaliser sur cet échantillon. Et dans le cadre de notre live aujourd'hui, on va faire deux types d'analyses, qui sont des exemples. Notamment, le premier type d'analyse, ça va être un dénombrement de la flore aérobie totale, pour voir quelle quantité de germes qui sont présents dans notre surimi. Et la deuxième analyse que l'on va faire, ça va être de faire une recherche, donc une absence-présence en fait, d'un pathogène qui s'appelle Listeria monocytogenes, puisque c'est une bactérie pathogène qu'on n'aime pas vraiment retrouver après dans nos aliments. Alors pourquoi dans certains cas on vient dénombrer et dans d'autres on recherche simplement l'absence-présence d'un germe ? Alors l'idée du dénombrement, c'est donc de déterminer quelle est notre concentration en nombre de colonies présentes dans le produit, donc en nombre d'UFC, multiformes colonies. Et ça a un principal intérêt, surtout dans le cas par exemple du surimi. On va avoir un seuil de 10 000 UFC par gramme qui est défini. Et l'idée, c'est de s'assurer que notre produit, finalement, est, quelque sorte, on pourrait dire propre. Qu'il est propre à la consommation, c'est-à-dire qu'on n'a pas une charge bactérienne qui serait trop forte, ce qui fait qu'on pourrait avoir par exemple une altération rapide du produit ou des défauts organoleptiques sur ce produit. Ça, c'est donc le premier test, donc de dénombrement. La deuxième partie, c'est de venir faire une recherche d'un pathogène. Donc on va rendre un résultat en présence ou en absence. Et le but là vraiment, c'est de s'assurer qu'on n'a pas donc, de Listeria mono dans notre produit, donc absence dans 25 grammes. Ce qu'on peut voir justement dans le tableau qui est visible à l'écran, on a vraiment les indications de tous les tests à faire sur ce type de matrice. Alors maintenant concrètement, une fois que l'échantillon est enregistré, oui, qu'est-ce que tu fais ? Donc là, notre échantillon est enregistré, donc je vais me retrouver avec mes pots de surimi. La première étape qu'on va retrouver en agroalimentaire, ça va être de faire une première dilution de notre échantillon. L'idée, c'est qu'on va pouvoir ainsi avoir accès à nos bactéries qui sont présentes dans le produit. Pour faire cette étape, on va se baser sur un principe simple. On va peser 25 grammes de notre matrice et on va y ajouter 225 ml d'un diluant. Manuellement, on pourrait prendre une balance et on ferait tout en pesée manuelle. Mais maintenant, dans les laboratoires de microbiologie, afin de gagner en efficacité, on va avoir des automates qui nous permettent de travailler, de faire cette analyse, faire cette préparation, cette dilution. Et justement, on en trouve un juste à côté, qui s'appelle donc un diluteur gravimétrique et qui a pour fonction, de nous permettre de peser notre échantillon, puisqu'on va avoir une balance justement qui est présente. Et ensuite, l'avantage de ces automates, c'est qu'ils vont nous permettre de directement faire la dilution en pesant la quantité de diluant pour atteindre la bonne dilution, qui va être une dilution au dixième. Et comme ça, on a une dilution qui est précise. Alors, comment ça fonctionne ?
Eh bien, allez, en avant. Donc là, je vais récupérer donc mes échantillons. Je vais prendre des sacs qui me permettent en fait de travailler à peser et à diluer, puisque ce sont des sacs de broyage qui vont me permettre de justement broyer le diluant avec la matrice. Donc je vais venir étiqueter mes sacs. Et on va pouvoir commencer à faire la première pesée. Hop là. Donc là, on vient déposer le sac au niveau de notre diluteur. On vient peser. Il est à la tare à faire, Gaëtan. Ah mais oui, Sylvain, tu as raison, je vais trop vite en T'as vu ? besogne. J'ai bien révisé. Hein. Tu as très bien révisé. Et oui, donc là, et comme le dit Sylvain, je ne veux pas peser mon sac, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est de peser mon échantillon. Je vais faire ma tare pour du coup peser exactement 25 grammes et ne pas compter le sac, ce qui serait quand même un peu dommage. Donc là, hop, on va venir peser notre surimi. Donc là. Et là, c'est tout simple. J'ai déjà sélectionné mon diluant et je n'ai plus qu'à lancer ma dilution. La dilution se fait donc, comme vous pouvez le voir, d'elle-même. Donc là, le diluteur va venir apporter vraiment donc, le bon volume de diluant pour avoir justement une précision à plus ou moins 2% comme le recommande la norme. Donc c'est vraiment du coup un gain de temps pour l'opérateur. C'est quel diluant là, du coup que tu ajoutes ? Alors là, j'ai utilisé pour ce premier sac du coup de l'eau peptonée. Et après, on passera en phraseur. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement venir déposer notre sac. Hop là, et je fais des bêtises. On va maintenant déposer notre sac dans notre broyeur. Ce sont des choses qui arrivent. Et on va pouvoir du coup procéder au deuxième échantillon. Pendant qu'il travaille, je vais passer à mon deuxième sac et je vais pouvoir changer vers mon phraseur. Donc là, même process, on ne change pas. Je vais utiliser donc mon surimi. Je vais venir le peser dans mon diluteur et on va pouvoir faire le deuxième sac. Donc le premier va me servir à travailler sur le principe de flore totale, tandis que mon deuxième sac va me permettre de travailler du coup sur ma listeria justement. Et on évoquera un peu plus ces éléments un peu plus tard dans ce live. Ce principe de bouillon différent. Donc mon premier sac est prêt. Donc là, j'ai mon broyage qui est effectué et je vais venir le fermer pour arrêter de faire des bêtises. Ce serait pas mal. Alors on voit que donc, ça a été bien homogénéisé, c'est un système de pales, c'est ça qui vient écraser Tout à fait, Sylvain, c'est un système de pales en fait, qui vient écraser du coup l'élément contre la paroi et qui permet vraiment d'obtenir une très très bonne homogénéisation, enfin un très bon broyage, non pas une homogénéisation, de notre matrice. Peut-être que tu peux le montrer. Oui, bien sûr, je peux le montrer. Donc là, on voit vraiment que notre matrice a été entièrement broyée. Et ce qui va nous permettre de vraiment, en fait, l'idée, c'est vraiment d'être sûr de pouvoir bien extraire, en quelque sorte, tous nos micro-organismes pour qu'ils soient à disposition de notre analyse. C'est vraiment ça qui est important. Alors je voudrais revenir sur la partie diluant. Donc tu as dit que tu avais utilisé de l'eau peptonée. Tout à fait. Et du phraseur de mie. C'est exact. On voit que le phraseur de mie du coup est accessible via la poche derrière le diluteur. Et le PT est disponible via l'auto-préparateur de milieu qui est derrière, c'est ça ? Pourquoi ce choix ? C'est un choix relativement pratique. En fait, j'ai utilisé donc une poche prête à l'emploi pour mon phraseur de mie, puisque c'est un diluant que je vais finalement peu utiliser, à part pour certaines matrices, au sein de mon laboratoire. Donc j'ai utilisé plutôt une poche sur laquelle en fait, je suis mis avec un trocard pour l'impacter, et après j'ai fait mon branchement directement sur mon diluteur. Dans le cadre de mon EPT, donc mon eau peptonée, là j'ai besoin d'un volume plus important puisque c'est un diluant qui est très utilisé justement en agroalimentaire. Et là je suis venu à l'inverse, donc utiliser de la poudre auquel donc j'ai ajouté le bon volume d'eau, j'ai stérilisé le milieu et après je suis venu, donc après ce cycle effectué, je suis venu le brancher directement sur mon diluteur, ce qui fait que comme ça je peux travailler sur l'entièreté de ma journée au laboratoire. 30 litres de milieu, c'est pratique. Alors maintenant que tu as tes deux sacs homogénéisés, tout à fait. Qu'est-ce que tu en fais ? Donc maintenant que nos deux sacs sont homogénéisés, on va avoir deux on va dire, processus différents. Mon sac avec le phraseur va suivre la norme ISO 11290 et va finir en incubation pendant 24 heures à 30 degrés. Je vais mettre ça à l'incubateur sous la paillasse. Hop. On se retrouve plus tard. Pour la partie flore aérobie, eh bien on va partir directement de notre échantillon avec le PT pour venir justement dénombrer notre flore. Et on va pouvoir
pour faire ça, on va devoir donc effectuer des dilutions en série. Alors, qu'est-ce que c'est les dilutions en série? C'est une bonne question. C'est une technique de microbiologiste qui est relativement utilisée tous les jours au laboratoire. L'idée de la dilution en série, c'est de pouvoir en fait réduire graduellement notre concentration en UFC pour pouvoir dénombrer notre nombre de colonies par gramme de produit. Pour cela, c'est très simple. On va, en version assez classique, prélever 1 ml qu'on va déposer dans l'œuf. Et on va ainsi avoir une dilution au dixième. Et on va répéter ce processus plusieurs fois, 1 dans 9, du coup au dixième, 1 dans 9, 1 dans 9. Donc en fait, on prélève, on dilue, on prélève, on dilue. Voilà. Bah écoute, je te propose de passer à l'action. Très bien. Et bien donc on va pouvoir passer à cette partie. Donc, dilution en série. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très courant, parce que vu qu'on veut dénombrer en effet notre flore totale dans la matrice, il faut qu'on réduise la charge qui est potentiellement présente. Donc pour cela, on vient donc utiliser notre pipette. Hop. Alors normalement, on fait ça du coup au laboratoire de façon plutôt aseptique. Là, vu qu'on est en live, on a des pratiques un peu moins du coup en aseptique. Donc c'est-à-dire, normalement, c'est plutôt sous un PSM, c'est ça? Alors par exemple, Sylvain, tu as tout à fait raison, ça peut être sous un PSM, donc sous un PSM ou sous un flux laminaire. Les deux sont tout à fait utilisables au niveau du laboratoire. Donc là, je suis venu prélever mon échantillon et je vais le déposer dans mon tube. Ça, c'est la première dilution de ma série. Hop. Et je vais venir refermer mon sac. Donc, première dilution, une fois qu'on a fait notre première dilution, on va venir vortexer. Donc, le but étant d'homogénéiser notre dilution pour être sûr de bien récupérer. Ça a l'air sympa le vortex, on peut jouer avec Non, s'il ne va pas pendant le live, tu ne joueras pas avec le vortex. Ok. On peut en reparler après le live si tu veux, je pourrais te le prêter, mais pas pour l'instant. Donc on fait une dilution en série, 1 dans 9, donc j'ai pris mon premier tube, je passe hop, dans le second, et ainsi de suite. Et là je vais faire uniquement 3 dilutions, puisque l'idée étant d'avoir un seuil à 10 000 UFC par gramme, ces 3 dilutions seront suffisantes pour obtenir mon seuil. Si je souhaitais avoir sur des matrices par exemple qui sont fortement chargées en flore et que je souhaite avoir mon dénombrement, je peux descendre du coup à du -4, du -5, du -6 en dilution. Ça va vraiment dépendre du process et du résultat qu'on va attendre après au niveau de notre produit. Mes dilutions sont faites. On peut passer à la suite. Alors justement, une fois que tu as fini tes dilutions, Oui. quelle est l'étape suivante? Alors une fois qu'on a fait nos dilutions, l'étape suivante doit être finalement d'utiliser nos dilutions pour inoculer des milieux de culture. On va retrouver globalement 2 types de milieux de culture dans les laboratoires. Le premier milieu de culture, ça va être un milieu qu'on appelle non sélectif, nutritif, qui va être composé justement de nutriments qui vont permettre la croissance optimale des micro-organismes, que ce soit de l'entièreté de la flore qui est présente. Donc ça peut être par exemple le milieu PCA. L'autre type de milieu de culture qu'on va retrouver, ça va être des milieux qu'on va appeler sélectifs et qui vont avoir pour objectif de permettre une pousse sélective d'un genre, d'une espèce, par exemple Listeria monocytogenes, en utilisant des inhibiteurs comme des antibiotiques ou des antiseptiques. Vraiment, l'idée, c'est de ne faire pousser que le micro-organisme d'intérêt, notamment quand on fait une recherche en absence-présence d'un pathogène. Sylvain, t'es parti où là? Sylvain. Sylvain, reviens. Sylvain. Allez, oh. On passe à la suite. PCA. PCA. Oui, C'est bon? Oui, Oui. oh là là, excuse-moi. Oula, c'est le surimi ça aussi je crois. Donc on est à l'étape de l'ensemencement là, c'est Oui, ça? c'est ça. On est Alors, arrivé à l'étape de l'ensemencement. comment ensemence-t-on sur une boîte de pétri? Pardon.
Alors, on peut se lancer sur les boîtes de pétri de deux façons. On peut travailler soit, on va dire, dans la masse, soit en surface. Donc, pour ça, on peut suivre par exemple la norme ISO 4833, donc -1 qui va être dans la masse et la -2 qui va être en surface. Donc le principe de la masse, c'est qu'on va venir déposer par exemple 1 ml de notre matrice dans notre boîte de pétri vide et après on va venir couler par-dessus notre milieu de culture. Pour la partie surface, on va venir déposer 0,1 ml sur la surface d'une gélose qui a été pré-coulée et après on va venir l'étaler au râteau. Ce sont vraiment deux techniques différentes. Et donc là, pour celle-ci, tu utilises la technique de l'ensemencement en surface. Oui, j'ai des boîtes pré-coulées, donc aujourd'hui on va utiliser la technique de l'ensemencement en surface. Donc on va suivre la 4833-2. Voilà. Alors comment tu procèdes? Allons-y. Suivons l'analyse jusqu'au bout. Donc là, je vais venir récupérer. Donc, j'ai mes tubes de dilution, j'ai mes boîtes. Donc les boîtes, on va notamment pouvoir les identifier. Donc au marqueur ou on peut utiliser aussi des étiquettes. Donc là, je vais venir déposer mon premier échantillon. Donc, on vient récupérer 0,1 ml qu'on va déposer dans notre boîte. On va venir étaler au râteau notre échantillon pour être sûr qu'on puisse après les dénombrer. Si on laissait notre inoculum en plein centre, le problème que l'on aurait, c'est qu'on aurait un amas de micro-organismes au milieu et ça ne serait pas dénombrable. Donc là, on vient vraiment étaler cet inoculum. Première boîte faite, on enchaîne. On passe à la dilution suivante et ainsi de suite. Donc là, c'est un process qui est relativement manuel. Alors justement, comme tu dis, c'est un process assez manuel. Est-ce qu'il y a également la possibilité d'automatiser cette étape? Alors, il y a tout à fait possibilité d'automatiser cette étape. C'est vrai que, en tant que microbiologiste, on a l'habitude de faire des boîtes en manuel, voire de créer ses propres râteaux à base de pipettes Pasteur que l'on fait chauffer avec un bec. Mais on a maintenant des systèmes un peu plus automatisés pour justement faire nos essais. On va avoir par exemple l'ensemenceur spirale qui peut être utile dans ces conditions. Je suis parti un peu vite dans une étape. Hop, soyons sérieux, je jette mon râteau et je termine. Et après on passera sur les méthodes un peu plus automatisées. Bien sûr Gaëtan, je te fais faire deux choses à la fois aussi. C'est pas grave, c'est bien, ça me challenge. Et je vais finir d'étaler la dernière boîte. Donc là, on utilise des râteaux qui sont prêts à l'emploi, ce qui est aussi un gain de temps plutôt que de faire des râteaux à la pipette Pasteur. Hop là. Donc là, les 3 boîtes sont prêtes et elles vont partir en incubation d'ici peu de temps. Pour combien de temps du coup? Pour cette boîte-là, on va être donc sur la fleur totale, donc on va les incuber du coup à 37 degrés pendant 24-48 heures pour être sûr d'avoir la totalité de la flore. Tiens, hop là. Donc revenons-en à notre Wasp Touch. Donc comme tu disais, il est présent en plus juste ici, donc tu vas pouvoir nous le montrer. Alors, donc le Wasp Touch qui se trouve juste derrière moi, en effet, est un ensemenceur spirale. L'idée de ce type d'automate, c'est de pouvoir déposer notre échantillon sur une boîte de pétri. Donc, on va prendre par exemple notre PCA. Et l'avantage, c'est il dépose tout seul comme un grand. Il le fait sous forme de spirale logarithmique, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir 3 dilutions sur une même boîte. Donc, plus qu'une seule boîte à compter, au lieu de 3. Donc là, on vient déposer notre boîte. On va avoir notre échantillon qui va se situer dans ce godet, pour lequel on aura déjà prélevé notre surimi, par exemple. Et on va tout simplement venir appuyer sur le lancement et il va faire la boîte comme un grand. Donc c'est vraiment ce type d'automate, ça permet de gagner notamment donc, du temps sur le comptage, puisqu'on va avoir uniquement une seule boîte à compter, mais c'est aussi pratique puisque au niveau des laboratoires, ça fait moins de boîtes et ça fait moins de tubes de dilution. Alors, ça c'est pour le Wasp Touch. Est-ce qu'il existe également d'autres technologies? Alors oui, on a des technologies qui sont encore plus sympas. On a notamment donc, un mini laboratoire avec donc, le Cyclone. Donc là vraiment, on passe vraiment sous la forme mini laboratoire. Donc on va déposer notre échantillon, il va l'identifier, effectuer les dilutions sérielles de lui-même et après il va venir déposer en boîte. Donc, en masse, en inclusion, soit en surface, même en spirale. Et après, une fois qu'il a fini, et bien tout simplement, il va vous rendre les boîtes, il n'y a plus qu'à les incuber. C'est trop bien.
C'est formidable. Si vous voulez approfondir ces sujets, sachez que nous avons également du contenu disponible sur notre chaîne YouTube. Dans la playlist ABE Live, vous avez également du coup un live sur l'ensemenceur Spiral Wasp Touch et également un live sur le Cyclone de disponible. Donc je vous invite à aller les consulter. Alors Gaëtan, qu'en est-il du sac qu'on a mis tout à l'heure à l'incubation pour l'autre analyse? Donc là, on a vu la partie flore aérobie. On va retourner sur notre norme ISO 11290 et on va venir continuer notre recherche de Listeria mono. Donc je vais venir chercher mon sac qui a incubé pendant 24 heures. Donc mon sac avec mon échantillon qui a incubé du coup en Fraser demi, et bien on va passer à la suite de l'analyse. Donc pour cela, on va donc passer du Fraser demi au Fraser et en même temps on va aussi faire des boîtes. Donc, on va échanger. On va passer sur ce sac là. Donc là, on va passer de la partie pré-enrichissement de l'échantillon à la partie enrichissement. Donc on récupère notre sac, on récupère un bouillon Fraser et on va venir inoculer 0,1 ml dans ce bouillon Fraser. Donc toujours un peu le même principe, on va venir récupérer, on va venir ouvrir notre sac. Donc je vais malaxer un peu quand même. Et on va venir récupérer notre échantillon. Ça, c'est la première étape. Après le pré-enrichissement pendant 24 heures. Alors certains le font directement, non pas à la pipette, mais du coup avec un seul doigt. Chacun sa technique. J'ai une petite préférence pour le côté pipette. Hop là, tac. J'ai déposé mon 0,1 ml. Je viens redéposer mon échantillon. Hop. Et on va pouvoir passer à la suite. Je vais le laisser là parce qu'on va encore en avoir besoin. Donc mon tube de Fraser est homogénéisé et lui aussi part en incubation. On repart pour 24 heures. Pratique cet incubateur. Donc on a fait ces étapes-là. Maintenant on va devoir passer à une autre partie du pré-enrichissement, c'est qu'on va déjà faire un isolement sur 2 milieux sélectifs. Donc le milieu Ottaviani Agosti et le milieu Palcam qui sont définis justement dans notre norme 11290. Pourquoi ces milieux justement? Alors pourquoi ces milieux? Parce que ce sont des milieux sélectifs qui permettent d'avoir donc une croissance sélective de notre Listeria, des Listeria et notamment Listeria monocytogenes, et qui vont inhiber la flore, on va appeler contaminante, qui peut être présente dans le produit. L'autre intérêt de ces milieux, c'est qu'ils vont aussi permettre de révéler des caractéristiques biochimiques de nos souches pour pouvoir plus facilement, on va dire, repérer une Listeria mono par rapport à une Listeria classique. Donc là, on va passer, donc sur l'isolement. Hop. Donc normalement, on identifie nos boîtes, c'est mieux. Mais aujourd'hui, vu que je n'ai que cet échantillon-là, je ne vais pas avoir du coup cette problématique. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut venir annoter dessus ou mettre une étiquette pour la traçabilité. C'est tout à fait ça, Sylvain. C'est qu'on va venir annoter et on va pouvoir venir donc, justement identifier notre boîte pour savoir ce que c'est une fois que le temps d'incubation se sera produit. Donc là, on va venir, hop là, je vais me rapprocher un peu, ça sera plus facile pour mes mains. Hop. On va venir donc faire un isolement numéro 1. Et on va passer ensuite à notre deuxième milieu. Donc, même principe, on vient récupérer, alors dans la norme, on va du coup récupérer 10 microlitres du coup, de notre échantillon. Donc là, logiquement, hop, je vais venir récupérer 10 microlitres. Donc on peut le faire soit avec une hausse de 10 microlitres, soit avec une anse. Ça va dépendre après de ce qu'on en a au laboratoire en termes d'équipement. Donc ça, c'est prêt. Eh bien, ça va partir en incubation. Donc ça, c'était notre première étape. Alors, ensuite, on enchaîne. Et oui, on enchaîne, c'est vrai. Sur la partie, donc là, c'était le pré-enrichissement qui vient de se terminer. Et on va faire une petite boucle temporelle de 24 heures, puisque on va dire que mon Fraser demi, donc, qui a été terminé, on va passer donc au Fraser sur l'enrichissement, et je vais venir directement le récupérer. Mon enrichissement étant terminé, eh bien, on va reproduire ce qu'on a fait pendant le pré-enrichissement. On va déposer 10 microlitres en isolement sur nos deux boîtes, Ottaviani et Palcam.
Donc, même process, on vient récupérer notre tube. On va venir déposer donc, notre échantillon. Je récupère mes 10 microlitres et on va venir isoler sur nos cultures. Bah écoute, j'ai hâte de savoir ce qu'il en est de ce surimi en tout cas. Oui, moi je suis aussi très curieux de voir ce que tu as pu ingérer en début de live. Ça va être intéressant. Merci de me le rappeler. Ouais. C'est toi qui goûtes des produits sans qu'on les teste. C'est un choix. Donc, 10 microlitres. On vient sur notre boîte de pétri et on vient isoler nos potentiels d'hystéria qui seraient présents dans le produit. Et ça repart en incubation pendant 24 heures. Donc on se retrouve demain pour la lecture. Et ben dans ce cas, à demain. Sylvain, mais tu vas pas les faire attendre. On continue. On arrête. Pas compris. La boucle temporelle. Pardon. Merci. J'espère que vous êtes toujours là. J'ai pas compris. T'as dit 24 heures aussi. Enfin, pardon. C'est confus. Bon, alors, je suis désolé. Imaginons les 24 heures sont passées. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on va faire les lectures des boîtes. Donc, les 24 heures se sont passées. On va venir récupérer nos boîtes qui ont incubé et qui... Alors, on va prendre les boîtes de préenrichissement. Donc, on va prendre les boîtes de préenrichissement. Donc, on a nos 2 boîtes de préenrichissement et nos 2 boîtes qui ont servi après à l'enrichissement. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que sur le préenrichissement, eh bien, on a une colonie qui me semble déjà plutôt bien caractéristique d'une hystéria sur la boîte. Parce qu'on a une belle colonie concave avec en plus un halo du coup autour. Et la couleur en plus, c'est plutôt bien caractéristique. Ouais. Et terrible, pour quoi. la partie enrichissement, eh ben, il y en a encore plus et encore plus caractéristique. Donc, dans ces conditions-là, eh bien, on va passer à l'étape suivante qui va être de confirmer en fait, qu'on a bien en présence d'une Listeria monocytogenes. Et pour cela, on va faire des tests biochimiques notamment pour s'en assurer. Et donc, c'est pas bon là. Voilà, non, toutes les caractéristiques d'une belle Listeria monocytogenes. C'est même pas une Listeria. Ok. Ça va bien se passer. Donc, ça, c'était pour l'analyse de l'hystéria. Oui, tout Qu'en à fait. est-il de l'analyse de la flore aérobie? Parce qu'il y a ça aussi. Je ne sais pas si j'ai envie de savoir. Mais si, on veut toujours savoir ce qu'il y a dans nos produits. Et pour cela, donc, on va dénombrer nos boîtes de PCA, donc la flore totale. Je retourne les chercher. Alors, mes boîtes de PCA. Super, elles sont là. Il y a du monde. Trop chouette. Donc, sur les boîtes de PCA, on va venir donc dénombrer les colonies qui sont présentes sur les boîtes. Pour faire cela, on va se baser sur le principe de prendre une moyenne pondérée. Donc, on va mesurer 2 dilutions successives sur nos boîtes. Dans mon cas, j'ai un peu triché, parce que du coup, je les ai déjà comptées. Donc, on vient compter nos colonies tout simplement. On vient additionner nos 2 dilutions. Donc, 150 plus 13, ça nous fait donc un magnifique 163. On va prendre en compte les dilutions qui ont été effectuées. Donc, 163 en tenant compte des dilutions, ça nous fait 1,5 10 puissance 5 UFC par ml à la fin. Donc on avait un seuil à 10 000, on dépasse un peu. Il y a peut-être un activou en plus sur ce surimi. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment fait attention. Mais ok. Je vais passer un bon week-end, quoi. Oui. Bon, alors, bien sûr, là, on plaisante, mais c'est des cas qui ne sont pas forcément amusants. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation, du coup, quand on a un résultat positif? Alors quand on se retrouve dans le cas d'un résultat positif, on va donc générer un rapport et on va bien sûr s'assurer que le produit en question va être détruit, donc tout le lot va être détruit pour éviter qu'il atteigne après le consommateur. C'est relativement du coup rare, c'est plutôt des cas ponctuels par rapport à la quantité de produits finis qui sortent des usines, mais c'est des cas qui peuvent se produire, donc c'est bien de savoir justement qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là. Et si, justement, parce qu'on peut le voir, par exemple, dans la presse ou aux infos, qu'est-ce qui se passe quand le produit arrive quand même jusqu'au magasin et qu'on se rend compte qu'il est contaminé, du coup? Et bien là, dans ce cas-là, on va
passer sur la partie rappel de produits. Donc là, en fait, les autorités vont informer les consommateurs que ce produit présente un risque et il va falloir donc en fait retirer tous les lots de ce produit du marché et faire en sorte que les consommateurs en soient avertis pour tout simplement qu'ils jettent les produits ou les rapportent aux distributeurs. Et c'est aussi grâce à ça que l'automatisation peut accélérer les process finalement et éviter ce genre de situation, quoi. Oui, tout à fait. En fait, toute la partie automatisation qu'on va retrouver au laboratoire est vraiment importante puisque ça va nous permettre de gagner en réactivité, en efficacité et d'avoir en fait tout un process d'analyse de qualité en ayant une assurance d'avoir les bonnes précisions et de la traçabilité. Merci beaucoup Gaëtan pour toute cette partie démonstration. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions, il vous reste encore un peu de temps puisqu'on va visionner ensemble un reportage, donc si vous voulez envoyer des questions, c'est maintenant. Donc on a eu la chance de visiter un laboratoire dans l'industrie agroalimentaire, donc ça va nous permettre de voir également un cas concret. Ils utilisent beaucoup la traçabilité et on va voir justement à quoi cela peut servir justement à éviter ce genre de choses et les rappels de l'eau. Donc on se retrouve juste après ce reportage, à tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes en Loire-Atlantique pour rendre visite à la société Aubray. Ils sont spécialisés en salaison et transformation de viande de porc. Nous allons suivre la vie d'un échantillon alimentaire au cœur du laboratoire de microbiologie. C'est parti. Aubray est une entreprise de salaison, de transformation de viande de porc. Elle est constituée de 4 unités de production. Donc nous sommes un laboratoire de 9 personnes. Nous analysons les produits finis. Nous réalisons aussi des contrôles de surface en cours de production. Les échantillons sont livrés par le client au laboratoire. Ils sont enregistrés dans le LIMS. Donc le LIMS génère des étiquettes que nous collons sur l'échantillon, qui sont utilisées au niveau de la préparation de la suspension mère et qui sont utilisées pour étiqueter les boîtes d'analyse. Nous utilisons le diluel pour faire les préparations des suspensions mères avec des diluants différents en fonction des analyses à réaliser. Donc l'échantillon est scanné par la technicienne. Le LIMS du coup remonte dans le diluteur les pesées à réaliser. Une fois que la dilution est terminée, les informations remontent dans le LIMS, donc la masse exacte, la dilution exacte. Les sacs qu'elle a préparés passent ensuite en analyse. Donc les techniciennes en analyse vont faire les dilutions décimales, ensemencer les boîtes, couler les milieux. Donc en fonction des germes à analyser, les milieux sont différents. Une fois qu'elles ont coulé leur milieu et que les milieux sont édifiés, les boîtes sont mises en étuve. Les boîtes sont ensuite récupérées par la technicienne en charge des lectures. Elle lit le nombre de colonies qu'il y a sur les boîtes. Elle les enregistre dans le LIMS. Les résultats non conformes sont envoyés au service qualité. Les rapports sont ensuite disponibles pour le client via le LIMS. Le LIMS a permis d'optimiser le poste de préparation des suspensions mères avec le diluel. On a pu diminuer le nombre de pesées. Ça a permis un gain de temps à l'enregistrement. Ça a permis d'automatiser la traçabilité au niveau du laboratoire. Et voilà, un grand merci à Madame Maheo pour son accueil chaleureux lors de cette visite du laboratoire de microbiologie. C'était très intéressant de venir à votre rencontre. Et voilà pour ce reportage. Donc, je crois que c'est le moment du tirage au sort, Gaëtan. Le tirage au sort pour le Bacteki. Alors, on va voir tout de suite à l'écran le nom de la personne tirée au sort. Et c'est le lycée Les Sardières. Bravo à vous, on peut vous applaudir. Bravo. Vous remportez le Bacteki, le qui est bien sûr microbiologie. Encore bravo à vous. Eh bien, écoutez, ça va être le moment de nous quitter. Je vais en profiter pour vous présenter également notre nouveau site internet que je vous invite à également aller visiter. Donc, sur ce site, vous pouvez retrouver la partie Planète Microbiologie accessible en haut à droite du site. Et sur cette partie, vous pouvez retrouver tout plein de contenus autour de la microbiologie, donc à la fois des articles, des conseils, des tutos, des reportages, des vidéos, tout plein de contenus autour de la microbiologie. Donc je vous invite à visiter Planète Microbiologie, à vous inscrire à notre newsletter pour être informé de tout nouveau contenu. Et vous pouvez bien sûr nous contacter si besoin via notre site internet. Vous pouvez retrouver toutes nos coordonnées.
Eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre temps et votre présence. Merci à toi Gaëtan aussi. Merci à Inès qui était avec nous Avec plaisir. à ce début de live. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session. Et je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt. Bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir.